notion qui peut paraître déroutante, mais qui se pose à tous les chercheurs ou aspirants chercheurs. Et c'est d'autant plus mon cas que je travaille sur la tragédie du XVIIIe siècle, et qu'en tant que telle, je suis forcément confrontée à la question de pourquoi ce texte est censé être mauvais, pourquoi est-ce que je n'aime pas ce texte, pourquoi est-ce que c'est moins bien que Racine, pourquoi est-ce que Voltaire est moins bien que Corneille, et pourquoi est-ce que les épigones de Voltaire sont encore pires que Voltaire, qui sont pires que Racine. Donc j'ai essayé dans l'article que j'ai commis pour cet ouvrage de réfléchir sur la manière dont on a évalué justement le genre tragique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une citation. Je ne sais pas si le micro ne marche pas là. Vous m'entendez peut-être? Je vais commencer par une citation d'un auteur que vous connaissez, qui est Julien Gracq, et qui écrit en écrivant ceci. Ce qui distingue d'abord la critique littéraire de notre époque de la critique des siècles précédents, c'est la position de départ jamais formulée, tellement elle paraît à chacune de ces époques aller de soi. Pour le critique des temps passés, cette position se formule ainsi. Voici de quelle manière et pour quelle raison un esprit éclairé doit juger l'œuvre de M. X. Pour celui de l'époque contemporaine, je cite donc, voici ce que dit le critique de l'époque contemporaine, les sciences humaines sont ma caution, j'en sais donc a priori plus long sur le sens et la structure de l'œuvre de M. X que l'auteur lui-même. Dans cette citation, en opposant une critique ancienne qui affirme la validité d'un jugement de goût en l'objectivant et une critique moderne d'obédience structuraliste qui met entre parenthèses l'évaluation esthétique pour se concentrer sur l'herméneutique, Gracq met bien en lumière la dimension historique de toute évaluation littéraire. Du moment qu'elle est historiquement déterminée, l'évaluation de l'œuvre ne peut prétendre à l'universalité et la valeur devient ainsi forcément précaire et susceptible d'être mise en cause. C'est ce que nous ont bien expliqué Anaïs notamment et d'autres. Alors plutôt que d'essayer de régler donc, cette question forcément aporétique, qui est aussi donc, cette question qui vise à se demander si le jugement de goût peut être universel ou pas, je me suis intéressée dans mon article à la façon dont les discours critiques classiques et contemporains se sont attachés à évaluer la valeur de la tragédie classique. Alors, le cas de la tragédie classique est intéressant à plusieurs égards. D'abord, évidemment, plusieurs de ces tragédies classiques sont devenues des œuvres archi-classiques, fortement valorisées par l'institution scolaire, et à ce titre, ces œuvres semblent douées d'une valeur littéraire immuable. De plus, ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est le fait que l'évaluation de ces œuvres au XVIIe siècle obéit à des critères génériques singuliers qui s'assoient sur la défense d'une universalité du goût. Les textes théoriques de l'époque, donc du XVIIe siècle, témoignent à cet égard d'un âge heureux critique qui refuse de considérer la relativité du jugement esthétique et qui n'est pas encore tout à fait miné par l'idée d'une subjectivité du goût. Voyez à ce propos Boileau que citait Anaïs, mais également d'Aubignac, ou les sentiments de l'Académie à propos du cid. Le choix de travailler sur le genre tragique et non sur une œuvre précise a d'autres avantages, me semble-t-il, puisqu'il permet d'observer que la valeur de l'œuvre tragique se part d'une pluralité de sens qui dépasse le simple cadre esthétique. En effet, les classiques évaluent les tragédies en mettant en relation les valeurs charriées ou transmises par les textes, valeurs morales, politiques, affectives, et la valeur de l'œuvre. L'interaction entre ces deux réalités est le lieu de débats critiques récurrents, et c'est à ce jeu entre valeurs internes et valeurs globales de l'œuvre, c'est ce jeu qui est susceptible d'être apprécié différemment selon les époques. Un exemple, le Sire de Rochemont, qui a écrit donc, contre la pièce Le Festin de Pierre de Molière, dénonce la présence dans la pièce d'une voix libertine, plus ou moins souterraine, de Molière. Et à ce titre, condamne fermement l'œuvre. Dans cet exemple, la
pièce est dénuée de valeur esthétique parce que justement, sa valeur morale est trop ambiguë ou scandaleuse. A l'inverse, les critiques du XXe siècle assoient la valeur du Don Juan de Molière précisément sur cette ambiguïté, précisément sur le fait que cette pièce est traversée par des ambiguïtés idéologiques et ce qui en fait une pièce ouverte à la pluralité de sens. Autre exemple de ce jeu entre valeur interne et valeur globale de l'œuvre qui fluctue en fonction du temps, autre exemple, la tragédie voltairienne. Cette tragédie, vous le savez peut-être, a été louée en son temps pour sa valeur idéologique, politique, mais aussi pour sa puissance affective. Or, ces deux éléments qui assuraient la valeur de cette tragédie au XVIIIe siècle sont justement ceux qui vont provoquer sa dévaluation progressive au XIXe siècle et au XXe siècle. Ce que l'on reprochera précisément à Voltaire, c'est d'avoir cru en la valeur politique de la tragédie et d'avoir cru en l'idée que l'émotion seule est suffisante pour assurer la puissance esthétique de l'œuvre. Étudier donc les valeurs de la tragédie permet de constater que la notion de genre, parce qu'elle impose l'idée d'évolution historique, de perfectionnement, permet de remettre en cause, et j'en viens ici à la critique moderne sur la tragédie, permet de remettre en cause l'idée d'une mise entre parenthèses de la notion de valeur dans le discours critique contemporain. Ainsi, dans mon article, j'ai essayé d'analyser différents discours critiques universitaires qui visent à évaluer la tragédie voltairienne. Et contrairement à ce que dit Gracq, qui distingue critique ancienne et critique moderne à partir de cette idée que la critique moderne vise à masquer la question du jugement de goût, contrairement à cette distinction mise en place par Gracq, la lecture de certains textes qui travaillent sur la tragédie du XVIIIe siècle met bien en évidence le fait que la notion de valeur n'a pas disparu du discours critique contemporain. Alors je donne des exemples, notamment je cite ce que dit Rohoux de la tragédie voltairienne. On remarque ainsi que les discours appartenant plutôt à l'histoire littéraire et qui visent à fixer l'évolution du genre tragique pensent la tragédie des Lumières en termes de dégénérescence, de répétition stérile et de vacuité. Et on voit bien que ces jugements accablants concernant le corpus tragique des Lumières, ces jugements accablants ne se présentent pas pour autant comme des évaluations subjectives, mais ils s'appuient au contraire sur une tentative d'objectiver la dévaluation en s'appuyant sur une valeur littéraire précise qui est le tragique. Ce tragique, cette idée de tragique, met en corrélation la structure et le sens dont parle Gracq, qu'évoque Gracq dans la citation que j'ai donnée au tout début. Et donc cette idée que la valeur tragique naît d'une corrélation entre structure et sens, on la retrouve chez un auteur critique classique qui est Lucien Goldman dans Le Dieu caché. Lucien Goldman appuie la valeur de la tragédie racinienne sur cette idée d'homologie entre vision du monde et structure interne de l'œuvre. Donc pour résumer, ce qui est intéressant encore une fois de constater lorsqu'on travaille sur la manière dont la modernité a saisi, a pensé la valeur de la tragédie, c'est de voir que, au fond, l'interprétation des œuvres tragiques, c'est au fond de voir que l'herméneutique qu'elle met en place est loin d'être aussi neutre, est loin d'être aussi suspensive quant à l'idée de valeur. Toute étude de l'évolution du genre tragique implique un jugement de valeur, tout simplement parce qu'évaluer, c'est toujours comparer et classer, et que lorsqu'on prend une période historique assez large, qui va du début de la fondation de la tragédie classique à la Révolution française, on est forcément amené à faire le tri entre des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres.